Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet on ne peut plus sensible, un sujet on ne peut plus délicat, un sujet qui aujourd'hui défraie la chronique, un sujet qui fait mal à certains, fait rire d'autres, un sujet qui fait ressortir différentes émotions et qui, pourtant, lesquelles émotions sont palpables, parfois inexplicables, d'autres fois explicables. Chacun donne son point de vue, son opinion. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui trouvent l'occasion de raillerie, d'autres de blasphème, d'anathème, d'hérésie. Il y en a qui trouvent facilement les mots de malédiction. Il y en a qui sont sans voix. Chacun essaye autant que faire se peut, ému ou non, de faire une remarque sur le sujet, sur ce fléau, sur cette décadence sociale. Il s'agit de ce phénomène qui n'est pas nouveau et qui, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, fait son apparition comme un acteur sur une grande scène à qui l'on déroule le tapis rouge. Cet événement, ce problème, ce fléau, cette situation désastreuse, moralement parlant, il s'agit naturellement de ce phénomène de porte-à-porte. Vous avez compris, nous sommes à Dubaï. Dubaï, la ville ou la cité merveilleuse, magnifique. Dubaï qui, clinquant, montre des aspects extraordinairement magnifiques, fait d'extravagance et puis d'orgueil, de vanité. Dubaï qui attire les commerçants, les marchands, les personnes qui ont quelque affaire à y mener. Vous voilà donc, nous voici dans la cité neuve, la cité nouvelle, quoique fortement artificielle, clinquante, la cité de Dubaï. Il y a donc quelques mois à Dubaï déjà, des événements qui sont apparus sur les réseaux sociaux, événements dans lesquels on remarque que des personnalités des Émiratis se livrent à un certain acte indescriptible, qualifié donc de porte-à-porte. Il s'agit donc de constater que ces personnalités de Dubaï, ces richissimes qui possèdent assez d'or, de diamants, de pierres précieuses, d'argent, ces personnes qui vivent au-dessus de ce qui pourrait être la norme même naturelle, ces personnes qui ont complètement, d'une certaine manière, dépassé l'équilibre de ce que pourrait être la richesse, ces personnes ont décidé à un moment donné de jouer, de se livrer à des jeux qui, à nos yeux, paraissent macabres, mais pas forcément à leurs yeux, des jeux qui impliquent des femmes ou des hommes ou des jeunes hommes, des petites filles, des êtres humains en somme, en majoritairement des femmes, à qui on fait boire la pisse, on fait manger des matières fécales et naturellement, lesquelles femmes on met à la disposition des animaux pour leur satisfaction sexuelle. Et rien que ça, non, il y a des pratiques beaucoup plus dégradantes, des pratiques humaines, inhumaines, des pratiques qui dépassent l'entendement tel que
on pourrait vraiment humainement les penser. Des pratiques qui nous retournent à un temps de barbarie, à un temps de sauvagerie, à un temps où l'espèce humaine n'avait pas encore peut-être acquis cette distinction qui fait de nous des hommes, c'est-à-dire la raison. Et pourtant, malgré tout ce que nous pouvons empathiquement ressentir lorsque nous sommes en face de telles images, à un moment donné, métaphysiciens hermétistes, nous devons transcender cette polarité, cette dichotomie et remonter dans une dimension principielle pour décrypter, vraiment décrypter le fondement des choses. Parce que, rappelez-vous, selon les principes hermétiques de la métaphysique, rien ne se produit sans la loi. Et par conséquent, si une chose se produit, elle se produit forcément selon la loi. Je ne suis pas ici, malgré mes mots assez durs, pour incriminer X ou Y, pour accuser celles ou ceux qu'on appelle des victimes ou ceux ou celles qu'on appelle des bourreaux. Je ne suis pas là pour faire cette description, cette présentation que je trouve et je laisse aux personnes simples d'esprit, mais je suis là pour aller plus loin, pour vous permettre de comprendre qu'en réalité, nous sommes en face d'une exposition qui est en réalité une excroissance d'un système, d'une société, d'un ensemble de pensées, de paradigmes qui, en fait, ont perdu complètement leur boussole. Vous savez, chacun peut se justifier dans sa logique, dans son raisonnement. Lorsque vous prenez ces Émiratis qui possèdent suffisamment d'or et d'argent et qui vivent au-dessus de ce qui est naturellement acceptable et qui est sombre dans l'inhumanisme, lorsque vous demandez leur point de vue, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous citer le Coran. Et donc, on se rend compte que derrière ces comportements, ces pratiques, se trouve une idéologie. À la limite, de façon plus profonde, une idéologie croyancielle, une croyance, une conviction, quelque chose qui détermine leurs actes. Et quand on entre dans cette dimension de croyance, c'est forcément en relation avec la religion. Or, c'est cette dimension de croyance, c'est cette dimension cultuelle qui façonne l'identité de l'individu et le met en rapport avec lui-même et lui permet justement d'agir selon son identité intrinsèque, sa nature première. Alors, allez dire à ces richissimes personnalités qu'elles sont en tort de poser ces actes, je vous assure, elles vous diront qu'elles n'ont commis aucun tort. Au contraire, ce sont des gens qui en seraient fiers. Vous savez pourquoi? Parce que justement, le Coran, si on considère que ces cités sont des cités islamisées d'une certaine manière, on se rend compte que le Coran leur permet d'une certaine manière ou selon l'interprétation, la compréhension, de poser certains actes. Lorsque, par exemple, le Coran vous dit dans ses sourates que l'homme peut disposer d'esclaves et avoir des relations sexuelles avec ses esclaves, vous comprenez qu'en fait, ces personnes sont façonnées dans un paradigme identitaire qui les fait agir de cette manière. Ou quand le Coran vous dit que vous avez le droit de vie ou de mort et que dans ces pays-là, on trouve encore le phénomène de parrainage où on vous prend sous tutelle ou sous tutelage et qu'on fait de vous ce que l'on veut, on vous fait signer des contrats et des aveux contre nature, vous comprenez facilement qu'en réalité, il ne s'agit pas d'émiratis, de personnalité ou d'actes, il s'agit fondamentalement d'idéologie croyentielle, il s'agit de croyances, il s'agit de dogmes, il s'agit de l'identité culturelle de certaines personnes
qui fonctionnent selon leur nature et que vous n'avez peut-être pas à un moment donné saisi. Alors, laissez-moi vous expliquer les choses de façon claire. Je dis, allons au-delà des émotions. OK, point de départ, on est tous choqués. D'accord, ça va. Il y en a assez sur Internet. Si quelqu'un veut manger les émotions comme manger des matières fécales ou boire de la pisse, eh bien, qu'il continue à se mouvoir sur les réseaux sociaux. Mais comme je viens de le dire, rien ne se produit sans la loi. Et les choses se produisent toujours avec la loi. Parce qu'en fait, si une chose se produit, elle se produit toujours avec un accord de la nature pour respecter un principe de la trilogie métaphysique, à savoir le principe, la loi et le fait. Et donc, tout ce qui se produit eh bien, provient d'une loi et cette loi est le produit d'un principe ou d'une identité première. Et donc, quand on analyse ce qui se passe dans ce phénomène de porte-à-porte, on se pose la question. Parce que finalement, on revient à la questionologie. Parce que le problème est, quand on ne se pose pas la bonne question et au bon moment, on n'a pas la bonne réponse. Et moi, je m'en vais justement poser une question. Parce que cela va commencer à partir de là. Et c'est là que vous avez remarqué qu'il ne s'agit pas d'accuser X ou Y, parce que certaines personnes ont été tellement accusées en tant que victimes, mais accusées par les regards, les opinions, les idéologies, que ces personnes se sont suicidées. Certes, ce n'était pas une solution parce que se suicider ne vous empêche pas d'échapper à ce que vous avez fait ou ce qui, à un moment donné, s'est collé à votre conscience, puisque même mort, la conscience immortelle vous présentera cette image. Bien que ce ne soit pas cela, vous savez, lorsque les gens sont déstabilisés et que les personnes sont émotionnellement perdues, eh bien, dans une décision à un moment donné, réfléchie ou irréfléchie, les personnes sont capables de dire ça va. Et derrière ce que signifie ça va, on ne sait vraiment pas. Et donc, on a des cas de suicide, des cas de meurtre, d'assassinat, mais tout cela, je ne les banalise pas. Je les trouve vraiment, vraiment terribles, horribles, étouffants, négatifs. Je les trouve, mais à quoi ça sert de répéter cela? Moi, je pense, en ce qui me concerne, que le phénomène de porte-à-porte révèle en fait une face de notre société en général que chacun d'entre vous a refusé de voir à un moment donné. Et lorsque cela vient vous frapper à la figure comme des matières fécales, mais que vous ne le voyez que chez les autres, alors que l'autre a dit, comment vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as la poutre dans le tien, lorsque vous ne le voyez que sur le visage de l'autre, dans la bouche et dans les narines de l'autre, vous n'êtes pas en mesure de constater qu'en réalité, eh bien, porte-à-porte est plein vraiment à l'intérieur de votre bouche et de vos narines. Je sais, vous n'allez pas aimer. Je ne suis pas là pour que vous aimiez ce que je vais vous dire, ni pour que vous m'aimiez. Je suis là pour dire ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que disent les principes. Et la question, c'est justement comment sommes-nous arrivés là? C'est très important. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Il est important de se poser cette question. Parce que si nous nous définissons comme étant des humains et de surcroît des êtres humains, la question est simple. Comment sommes-nous arrivés à cela? Et cela suscite une autre question, une question apparemment simple, mais qui ne l'est pas. En fait, la question est la suivante. Qu'est-ce que le bonheur? Vous allez me demander, mais quelle est la relation entre le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur et cette histoire de porte-à-porte? Vous allez certainement me dire, mais sa question, comment ou pourquoi sommes-nous arrivés là, justement? Mais quelle est la relation avec? C'est ce que vous allez me demander. Et c'est là que je vais vous répondre sur le plan métaphysique. En vous,
nous amena toujours à ne pas oublier l'élément le plus important que j'ai introduit au début, à savoir, rien ne se produit sans la loi. Et si quelque chose se produit, c'est qu'à un moment donné, c'est rentré en accord avec la loi qui a voulu de sa production. Alors, que ce soit la question, qu'est-ce que le bonheur? Pourquoi le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et surtout, pourquoi en sommes-nous arrivés là? On revient à la même chose. On revient aujourd'hui à une société dont nous sommes tous complices des actes qu'elle pose. Parce que ce soit par notre silence, par notre acquiescement, par notre accord, notre affirmation, ou par notre désir de faire exactement cet aspect de la société que la société nous propose, nous sommes d'une certaine manière complices. Complices de quoi? Vous allez retenir un mot très fort qui va vous aider tout au long de mon développement. Nous sommes complices ou nous sommes producteurs, nous sommes causeurs, nous sommes responsables de ce que j'appelle la compromission identitaire. Voilà la cause fondamentale de tout ce qui se produit, la compromission identitaire. Nous sommes rentrés dans une compromission. Lorsqu'on dit quelque part qu'une situation est compromise, c'est qu'en réalité, cette situation, je ne vous la décris pas, elle rentre dans une phase non seulement négative, mais elle rentre dans une phase d'impureté, d'illégalité, ce que je peux appeler un cadre complètement illicite sur le plan éthique et moral. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous laissons la société, nous encourageons la société, nous conduisons la société à entrer à travers chaque pensée, chaque émotion, chaque acte que nous posons, nous poussons la société à rentrer dans ce que j'appelle une compromission identitaire. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est là que vous allez comprendre que le phénomène de Porta-Potty est un phénomène qui a son origine à l'intérieur même de notre propre conscience, de ce choix que nous avons fait de rentrer dans une compromission identitaire. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends nommer compromission identitaire. Il y a ce qu'on appelle dans la nature l'ordre naturel. Certes, vous en avez entendu parler. Je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas, tout est scientifique. Il y a la science spirituelle qui s'occupe de la dimension scientifique de la spiritualité. Donc, soyez au calme. Lorsqu'on dit l'ordre naturel, tout le monde en parle. On dit il y a un ordre naturel, mais ce qu'on oublie de vous préciser, c'est que dans l'ordre naturel, chaque élément de la nature est un ordre naturel. Lorsque vous prenez un arbre, il est un ordre naturel. L'eau est un ordre naturel. Le feu est un ordre naturel. Non seulement les choses sont dans un ordre naturel, c'est-à-dire dans une disposition qui les met en accord avec leur nature première. Mais au-delà de ça, les choses sont en accord avec le tout dans cette même disposition au sacré qu'on appelle le respect de l'équilibre. Et donc, il existe non seulement un ordre qu'on appelle l'ordre identitaire, qui signifie que quand vous prenez un arbre, l'arbre a sa nature première et que le principe premier de l'arbre est en accord avec la production que cet arbre représente. De façon plus explicite, ne vous en faites pas, je vous expliquerai. Lorsque vous prenez une graine, on suppose que la graine est le symbole d'un principe. La graine a toujours été cela. D'ailleurs, quand Jésus disait dans la Bible, il y a des graines qu'on a semées sur les bonnes terres, etc., les graines représentent toujours le principe premier. Et donc, si vous prenez une graine, on suppose, du point de vue symbolique, que c'est le principe premier. Cette graine va être mise en terre et donc on va obliger une activité de la graine, ce qu'on appelle la loi, puisque le principe de la graine possède en lui-même
ce que je pourrais appeler la mission de la graine. Et donc, la mission de la graine va être initiée sous forme de loi. Et dans le respect de la loi propre à cette graine-là, que la terre va respecter avec toutes les conditions environnantes, eh bien, la graine va produire et donner plus tard des fruits. Vous voyez, donc, il y a un équilibre, il y a une harmonie, il y a une coordination entre le principe et ce que ce principe, de façon missionnaire, est censé produire et produit. C'est ce qu'on appelle un ordre naturel. Et on dit en ce moment que chaque chose est dans un ordre naturel. Vous avez compris? D'accord. Il en est de même de vous, de moi et de chaque chose de la création. C'est ce qu'on appelle le premier fondement de la maths, l'ordre naturel. À partir du moment où vous ne respectez pas l'ordre naturel des choses, alors vous rentrez en conflit avec les choses. Donc, ne pas respecter l'ordre naturel des choses, c'est voir le principe ou la nature première de la chose et décider de produire autre chose qui n'est pas prise en compte dans le principe premier de la nature de la chose. On appelle cela un acte contre nature. D'accord? OK. Et donc, le phénomène de porte-à-porte vient révéler simplement ce qu'on appelle une compromission identitaire. Ça veut dire que votre identité, qui en réalité ne se conçoit que dans une dimension purement symbolique de votre nature, c'est-à-dire dans votre dimension cultuelle, qui révèle votre nature première, votre principe premier, votre identité, donc, elle est complètement compromise. Il y a une forme d'infection identitaire, de dérèglement identitaire, de désaction identitaire. Il y a une forme de déliquescence identitaire qui se généralise comme un virus qui se répand au sein de la société. Et cette compromission identitaire, la voici. Aujourd'hui, si vous remarquez sur les réseaux sociaux, vous constaterez que, pas tout le monde, mais 99,99% des personnes deviennent de plus en plus des personnes identitairement compromises, c'est-à-dire des individus qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous voulez fonctionner dans la vie et que vous prenez par exemple, disons, une graine d'un arbre donné, mais que vous décidez de cultiver cette graine selon la nature d'une autre graine, on dit que vous avez compromis l'identité de cette graine-là. Et c'est ce qui se passe avec vous. C'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette société trop impérialiste qui, en fait, aime beaucoup plus tout ce qui est artificiel, tout ce qui est m'as-tu vu, en fait, tout ce qui est en contradiction avec l'identité intrinsèque des gens qui agissent au sein de cette société. Les gens refusent d'être ce qu'ils sont vraiment. À travers les réseaux sociaux, les gens s'inventent une certaine personnalité qui est en contradiction avec leur identité. De telle sorte que leur identité, tellement compromise, ne se reconnaît même plus dans la personnalité. De façon plus pratique, vous savez, vous allez voir aujourd'hui un phénomène qui se propage. Je n'accuse pas, mais vous savez, c'est les petites roues qui font tourner les grandes roues. Lorsque vous prenez aujourd'hui certaines femmes, peut-être également certains hommes, ce sont des gens qui ont confondu le maquillage et le masquillage. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'artifices que les gens préfèrent les fausses ongles, les faux cils, les faux sourcils. Rien de tout cela n'est gênant. Mais en réalité, qu'est-ce que le maquillage, par exemple?
Est-ce que je vais me maquiller jusqu'à perdre de vue mon visage, de telle sorte que je ne me revois pas me reconnaissant, reconnaissable? Pourquoi est-ce que vous jouez à un jeu de cache-cache avec vous-même, de telle sorte que voici ce que vous êtes. Mais lorsque vous vous présentez au monde, compte tenu de l'attraction que l'artificiel exerce sur le monde entier, vous aimez vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. L'origine de tout ça, ça vient naturellement de cette compromission identitaire qui, elle également, prend sa source dans une forme d'aliénation identitaire parce qu'en réalité, les individus de cet acabit souffrent d'un déséquilibre identitaire. Le déséquilibre identitaire vient du fait, selon la maths, que l'individu n'a pas suivi les rites, les rituels, les cérémonies identitaires qui permettent à son identité de s'affirmer telle qu'elle est, sans admettre d'aucune manière possible de se compromettre en acceptant ce qu'elle n'est pas intrinsèquement. C'est comme si un jour l'eau se réveillait et dit « je ne suis plus l'eau ». Ça veut dire que non seulement il y aurait un désordre à l'intérieur de l'eau, mais il y aurait un désordre tout autour de nous dans la structure de tout ce qui existe. Mais c'est ce que vous faites. Vous vous réveillez un matin et vous décidez d'être une autre personne, de vivre dans un monde complètement artificiel, de vivre comme Dubaï. Et alors, vous vous retrouvez naturellement à Dubaï parce que les choses de même nature finissent par s'attirer. Dubaï a commencé ou commence à partir du moment où vous devenez accroché à l'artificiel, où votre identité, qui est faite du cultuel, de votre spiritualité, de vos valeurs, de votre éthique, de votre relation avec le sacré, lorsque votre identitaire est compromise, alors en ce moment, vous subissez un dérèglement qui ne vous empêche pas de raisonner, d'avoir de la logique, mais vous êtes un peu, excusez-moi le terme, vous êtes, disons, dans une malédiction identitaire dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, puisque vous êtes un fou. Et un fou, tant qu'il ne se reconnaît pas fou, ben il est fou. Et donc, dans ce dérèglement-là, vous agissez contre votre propre nature première. Parce que lorsque quelqu'un décide, déjà depuis sa maison, et les parents regardent ça, lorsque la jeune fille décide d'être une autre personne qu'elle-même dans sa dimension symbolique, ça veut dire que l'individu ne se respecte pas. Ça veut dire qu'il y a un manque de respect à ce que l'on est vraiment, à son identité, à ses valeurs, et mieux, à sa généalogie. À sa généalogie parce que nous sommes tous des descendants d'ascendants. Et c'est tout cela qui constitue la dimension du sacré. Parce que ces ascendants entrent dans une dimension invisible et pourtant connectés à nous. Et par conséquent, justement, nous ne pouvons pas faire quelque chose sans tenir compte de cette connexion identitaire qui nous relie dans nos valeurs les plus fondamentales à cette généalogie de sang, à nos ancêtres, et à nous poser la question de savoir si j'étais la somme de mes ancêtres, si j'étais la pérennité, si j'étais la durabilité, et si j'étais la mémoire de ce que toute l'histoire va représenter, si j'étais cette identité-là qui connecte à l'invisible et au monde de l'au-delà, quelles sont les attitudes, quels sont les comportements moraux, éthiques que je suis censé poser? C'est en cela qu'on se fait une réflexion identitaire. Mais quand vous avez des personnes qui, dès la naissance, sont introduites dans une autre identité religieuse et que leur propre identité cultuelle et culturelle est tout simplement saquée et remplacée par une identité volée
et qui ne sera jamais la leur, il est tout à fait normal que même lorsque on dit qu'un Dieu a dit, ils ne sont pas capables de remettre ça en cause. Donc, nous sommes vraiment en face d'un phénomène qui révèle tout simplement une vérité fondamentale, la compromission identitaire. La question doit se poser à chacun d'entre vous. Est-ce que là où vous êtes tout de suite, avec vous et moi, on se parle, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes vrai? Parce que lorsque vous n'êtes pas vrai, vous êtes tout simplement faux. Vous êtes en porte-à-faux avec vous-même et donc vous êtes dans un désordre. Vous êtes dans une compromission identitaire. Et par conséquent, naturellement, vous pouvez en toute logique et en tout raisonnement tomber dans tout ce qui est artificiel. Et l'artificiel vous parlera plus. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui avec les feuilletons. Regardez la ferveur avec laquelle les jeunes filles, surtout, regardent les feuilletons d'amour. Regardez comment elles regardent ça, elles affectionnent ça. Toutes leurs énergies, toutes leurs émotions sont focalisées, focusées dessus, comme si le monde entier se résumait à un feuilleton. Et après, ils donnent des noms, des feuilletons à leurs enfants, ou ils se surnomment d'un autre nom donné. En fait, quand vous les voyez, ils sont juste là, ou elles sont juste là, pour qu'on enlève ce qu'elles sont intrinsèquement et qu'on remplace par quelque chose qu'elles ne sont pas. Est-ce que vous voyez cela se produire? Si oui, c'est porte à porte. C'est comme ça que ça commence. Parce que si l'individu ne freine pas ce piège de l'artificiel, il est attiré et il est acceptable pour lui de pouvoir gagner de l'argent pour devenir un cochon, alors que je suis un être humain. Et donc, l'argent peut m'amener à une compromission identitaire. L'argent peut m'amener à une désaction identitaire, à un dérèglement identitaire. L'argent peut m'amener à un trouble identitaire, à un conflit identitaire, en somme, à une malédiction identitaire. Si l'argent peut faire ça, ça veut dire que c'est ce que j'ai toujours été et que l'argent est une énergie amplificatrice de ce que nous sommes. Par conséquent, l'argent ne révèle véritablement que notre nature, cette fois-ci en puissance. Ces gens, ces personnalités, Mirati et autres, ce qu'ils font, c'est ce qui est conforme à leur identité. Ce n'est pas aujourd'hui, ils le savent, ils ont toujours été comme ça. Et l'argent, naturellement, renforce cela et révèle cela. C'est parce que vous avez refusé de le voir, vous avez refusé de le constater. Et donc, si vous aussi, à un moment donné, vous pouvez accepter de l'argent et faire ça, devenir porte-à-porte, ça veut dire qu'en réalité, au plus profond de vous, c'est ce que vous avez toujours été. Et que le fait de vous proposer 15 millions ou 20 millions ou 50 millions suffit simplement à révéler ce déséquilibre identitaire qui se trouve en vous. Parce que si vous êtes dans une perte identitaire, dans une aliénation identitaire, alors pourquoi ne pas devenir cochon, chien pendant qu'on y est? Et pourquoi ne pas se faire baiser par un chameau pendant qu'on y est? Parce que, en fait, vous-même, vous n'avez pas un socle identitaire sur lequel vous êtes axé, constituant ainsi votre jet personnel pour que vous soyez indétrônable, comme le phallus d'Osiris. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un système. C'est le système qui a produit ça. Le système a mis en place une éducation qui n'en est pas une, axée uniquement sur une seule chose, l'accumulation. L'individu n'est défini que par ce qu'il a et non pas ce qu'il est. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Et donc, sur les réseaux sociaux, sur TikTok et machin,
Vous allez voir des filles qui prennent des photos sur des voitures ou qui montent sur des trucs, même si ces choses ne leur appartiennent pas, elles en sont conscientes. Mais elles vous diront, qui est fou, on vit notre temps. Alors, je reviens à la question que je posais tantôt. Qu'est-ce que le bonheur? C'est ça l'élément important. Parce que si le bonheur, c'est ça, c'est-à-dire se faire passer pour ce que je ne suis pas, apparaître aux yeux des autres, paraître dans le grand monde, chanter à tue-tête que je suis ceci alors que ce n'est pas ça, que je suis en porte-à-faux avec moi, même si simplement c'est pour faire croire aux autres cela. Est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que je suis heureux en le faisant? Est-ce que lorsque je dors la nuit, je dors tranquille et que ma conscience ne me reproche absolument rien? Que je me mette sur les réseaux sociaux, que je mente à tout le monde et qu'ensuite je vienne dormir tranquille. Alors, si je peux faire ça, c'est que je suis porte-à-porte. Simplement parce que je suis dans une compromission identitaire. Cela veut dire que j'ai vendu ou j'aurais vendu mon droit d'aînesse. J'aurais vendu mon principe premier contre tout simplement des pacotilles, contre tout simplement des matières fécales transformées peut-être en argent, en billets comptants. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir. À quoi ont servi réellement ces sommes d'argent? Parce qu'il y a une loi de la nature qui dit, vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas produire. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui ne peuvent pas produire 1 milliard ne peuvent pas gérer 1 milliard. Et quand vous leur donnez 1 milliard, ces personnes dilapident complètement les fonds. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas en mesure de produire ça. La question est simple. Est-ce que l'argent que vous recevez, est-ce que vous êtes en mesure de le produire? Ou bien, tout simplement, vous vous dites, oui, je vais manger un peu de caca une fois, je prends 15 millions et ensuite, avec cet argent, je vais ouvrir une entreprise et je ne vais plus jamais manger de caca. Mais vous l'aurez. Parce que la vérité, c'est d'abord dans votre conscience. Est-ce que dans votre conscience, vous êtes en mesure de produire 15 millions? Si vous n'êtes pas en mesure de produire dans votre conscience 15 millions, on vous donnera 15 millions, vous dilapiderez les 15 millions et ensuite vous retournez encore à porte-à-porte. Voilà ce qu'il se produit. Lorsque vous avez aujourd'hui des enfants à qui vous achetez des portables que ces enfants ne sont pas en mesure de produire eux-mêmes, et c'est ce qui se remarque, c'est ce qui engendre la prostitution la plupart du temps chez les jeunes filles. Elles veulent avoir quelque chose qu'elles sont incapables de produire. Elles introduisent la malédiction dans leur propre famille. Laissez-moi vous raconter une petite histoire où vous allez voir que la compromission identitaire, qui est le fruit d'une malédiction identitaire, a causé beaucoup de conséquences même dans les familles. Voici une jeune fille qui reçoit d'un homme beaucoup d'argent, c'est-à-dire, disons, 8 millions. Elle prend cet argent et elle décide de faire certaines choses avec l'argent. Est-ce que vous savez que pendant ce temps, lorsqu'elle a reçu l'argent, elle n'a donné que 10 000 francs à sa mère et un peu d'argent à son père également, même chose, et donné 5 000 à ses frères. Et sans bien sûr dire à ses parents comment elle a reçu cet argent. Elle n'a pas reçu la bénédiction de ses parents. Et lorsqu'elle a commencé à dépenser cet argent, comment a-t-elle dépensé l'argent? D'abord dans le paraître. Parce que justement, elle n'a pas reçu l'éducation qui lui permet de pouvoir dépenser correctement cet argent. Ou bien vous avez ces personnes qui vous disent, oui, offre-moi un portable de 1 million. Oui, en fait, je t'offre le portable de 1 million. Mais pendant ce temps, sa maman qui est à la maison n'a même pas un portable, ou son père n'a qu'un vieux portable. Et la personne elle-même traîne un portable de 1 million. Et pourtant, cette personne aurait pu dire, ben, ma mère a besoin de faire un commerce, j'ai besoin de faire un commerce. Cette personne peut
Demander conseil à ses parents pour savoir, oui, j'ai rencontré quelqu'un, il veut m'aider, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ensemble? Non, ce n'est pas ce qui les intéresse. Elle peut utiliser un portable de 1 million de francs CFA pendant qu'elle-même a besoin des fois de 1 000 francs pour manger par jour et qu'elle n'arrive même pas à aider ses parents. Vous savez, je crois que ce qui se produit comme problème dans le monde aujourd'hui, c'est que les hommes ont perdu la démarche stonienne des choses. Ce que j'appelle la démarche stonienne ou identitaire ou fondamentale ou kamitique, c'est cette démarche de la nature qui vous fait vous poser la question de savoir qu'est-ce que je dois bien faire pour être en accord avec la nature des choses. C'est ça ce qui est important. Vous allez voir des personnes, leur maman va faire un prêt dans une microfinance de 30 000 francs pour pouvoir vendre au bord de la voie peut-être des galettes, mais ses filles peuvent prendre 250 000 francs, 300 000 francs pour s'acheter un portable. Vous voyez, lorsque on n'est pas dans la démarche de la nature, on ne pense pas à l'ordre naturel avant d'agir. Et après, c'est les mêmes personnes qui vous diront en grandissant, je n'arrive pas à faire d'enfants. C'est comme s'il y a une malédiction dans ma famille. C'est comme si les sorciers ont pris mon destin. Mais est-ce que toi-même, depuis que tu es né, que tu as pris conscience, que tu es rentré dans un système, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je suis un ordre naturel dans un ordre naturel? Vous voyez, c'est ce dérèglement qui produit porte-à-porte. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous refusez d'être qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs, votre paradigme personnel, avec votre nature première, lorsque vous refusez cela, lorsque vous êtes en train de vous compromettre toujours en étant faux avec vous-même et en l'affichant au monde comme si vous étiez vrai, lorsque vous aimez plus l'artificiel et ce que cela produit en vous et que vous n'êtes que parce que vous avez, lorsque vous êtes dans ce fonctionnement, vous êtes déjà en train de contribuer, de produire, de générer, de créer une systémique qui va s'appeler plus tard porte-à-porte. Et donc, pour moi, porte-à-porte, c'est une idée, c'est une idéologie. C'est à la limite, tout simplement, quelque chose, une énergie, un état de conscience qui regroupe un ensemble d'individus compromis dans leur propre identité et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets se retrouvent dans ce champ d'action. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Je dis bien, au-delà de « oh, ouais, qu'est-ce que c'est? Fâché, malédiction, qu'est-ce que c'est, etc. » Il faut revenir à vous. Il faut vous calmer et vous poser la question, comment ou pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et ensuite de vous poser la question, qu'est-ce que le bonheur? Et de vous poser la question, quand vous regardez vos enfants agir, est-ce que vous êtes en train de remarquer qu'ils sont dans être? Vous voyez, être, ou bien ils sont dans l'avoir qui vient tout simplement détruire leur être. Parce que si l'avoir commence à détruire leur être et que ce sont des personnes qui aiment vivre au-dessus de ce que ces personnes mêmes sont, si vous remarquez ça, ces gens sont déjà en train d'aller vers porte-à-porte. Je crois que nous avons besoin tous de réfléchir à nouveau, de nous poser tous les bonnes questions. Ces genres de situations qui arrivent doivent nous interroger. Au-delà du mécontentement des uns et des autres que je respecte, je crois qu'il est temps de se poser les questions. Je sais, et je vais vous dire une révélation. Quelque temps après, vous oublierez tout ça
Et c'est ce qui est tragique avec l'humain. L'homme a la mémoire très courte. D'ici quelques mois, que dis-je, quelques semaines, vous allez tous oublier cela. Parce qu'un autre événement va venir. Oh, et ça là va passer. Et les mêmes personnes qui aujourd'hui se fâchent pour parler vont continuer à vivre comme si de rien n'était. Comme si cette chose n'a pas suffisamment choqué pour qu'on puisse se poser les bonnes questions en disant quelle société nous avons fabriquée à l'heure actuelle? Une société qui, de toutes les manières possibles, est rentrée dans un jeu impérialiste et donc d'autodestruction à tous les niveaux, au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau économique, à tous les niveaux. Et que ce système produit suffisamment de déchets et que maintenant nous devons dire à ce système, arrête, ça va. Et que chacun doit se poser la question ultime. Qui suis-je?